Radio J. Les chansons de ma vie, Frédéric Zetoun. Radio J. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie. Mon invité aujourd'hui, vous ne le connaissez peut-être pas, mais vous avez indéniablement un jour entendu l'une de ses compositions. Musique de film, générique de télévision, série, pub, son talent, il l'a exercé dans toutes les esthétiques musicales. Pianiste et arrangeur émérite, il a depuis le début des années 70 accompagné toutes les plus grandes stars de la scène française. Et j'ajoute qu'il a été, durant quelques 10 ans, l'ami et le collaborateur privilégié d'un certain Michel Berger. C'est mon ami Serge Perratonner que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro de Radio J. Bonjour Serge, comment ça va ? Très très bien, merci Fred. Enfin, je t'appelle Fred. Parce oui, que, oui, oui. Voilà. Alors on va, pour les auditeurs, on va dire qu'on se connaît un tout petit peu. On s'est croisés, deux, trois fois, 30 secondes à peu près. Non, c'est bon. Voilà. Et puis nous allons... vous voyez, est-ce que ça fait chic de se vous voyez, je trouve. Au micro, c'est sympa. Serge, cette petite modeste présentation, elle est conforme à votre réalité? C'est comme ça que vous vivez? C'est-à-dire que j'ai un parcours, j'ai eu la chance de faire des belles rencontres de gens différents, sur des esthétiques différentes. J'ai commencé comme musicien, ça m'a amené, je rêvais de monter à Paris et de jouer sur des disques, accompagner des chanteurs, etc. C'est ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, c'était mon rêve d'enfant de 12-13 ans. Voilà. Et ce n'est pas fini, bien heureusement, ce n'est pas fini. Serge, la musique, vous êtes tombé à quel âge dedans ? Je pense que j'étais même pas conçu que mon père voulait un garçon qui soit pianiste. Bon, je suis né garçon, et j'étais pianiste. Voilà, pas le choix. Et chez les Perratonner, la musique, c'est une affaire de famille. Tout à fait. Mon père, donc musicien, issu d'un père également musicien, immigré italien, etc., dans les années 30, et 4 garçons et 4 musiciens, voilà, dont 2 qui ont été des professionnels. Votre frère Philippe, que j'ai le bonheur de connaître, voilà, qui vit dans le Sud, qui a accompagné Charles Aznavour, entre autres. Excusez-moi du peu. Eddie Mitchell, Sardou, il a accompagné énormément de chanteurs. Moi, j'ai plus été vers la création. Lui, c'est l'accompagnement et accompagner des chanteurs, voilà. Serge, vous n'êtes pas qu'un artiste, vous avez à cœur depuis quelques années de défendre aussi les intérêts des autres créateurs, très engagés dans diverses organisations professionnelles. Vous êtes depuis le mois de juin 2022 le président du conseil d'administration de la SACEM. La SACEM, c'est la Société des auteurs-compositeurs, éditeurs de musique. Qu'est-ce qui vous a poussé au fil du temps, au fil de l'eau comme ça, à vous engager, à prendre de plus en plus de responsabilités dans la défense de vos confrères et de vos consoeurs? C'est un métier tellement dur et tellement formidable qu'il faut transmettre, il faut donner l'envie. Et les artistes ont tous du talent et il faut aider les gens de talent. Et évidemment, au-delà par rapport à la SACEM, ce sont les créateurs, ce sont les compositeurs, auteurs, éditeurs, mais les projeter dans l'avenir, et c'est ce qu'on essaye de faire avec la SACEM, avec toute l'armada de nos ennemis des GAFA, voilà. Et de vos forces qui sont là et qui sont bien là. C'est d'autant plus méritoire qu'on est quand même dans des métiers où, de fait, on est souvent solitaire, on est souvent individualiste, et vous prenez vraiment, je peux en témoigner puisque j'ai la chance de siéger avec vous au conseil d'administration de la SACEM, c'est pas une petite affaire être président du conseil d'administration de la SACEM, c'est pas une demi-heure tous les mois venir prendre le thé, quoi. C'est un boulot à temps plein, c'est un boulot quotidien. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le droit d'auteur n'a jamais été aussi malmené qu'en ce moment ? De tout temps, je pense, les gens ne comprennent pas le principe d'un auteur qui n'est pas rémunéré pour son travail. Il est rémunéré quand il passe à la radio, quand il passe en spectacle. Donc, on n'est pas payé au départ pour écrire une chanson. Jamais de la vie, bien sûr. Donc, il faut défendre le droit d'auteur, la diffusion. C'est notre rôle et on s'investit tous comme des fous dans cette histoire-là, quoi. Et président, faut s'y tenir un peu être un élément fédérateur. Voilà, fédérateur et représenter le conseil et à travers toutes les institutions, voilà, et je le fais à ma façon, voilà, je suis quelqu'un de long, mais quand je monte au créneau, je défends, vous y montez pour vraiment. Le collectif, et puis je défends le collectif, c'est très important. Vous attendiez à une telle charge de boulot lorsque vous avez été élu au mois de juin dernier. Vous vous attendiez à un tel petit tsunami agréable, certes, puisque vous l'avez voulu, mais c'est quand même
c'est un vrai boulot, c'est une vraie responsabilité. C'est-à-dire, j'ai monté dans l'organisation SACEM, j'ai fait plusieurs années de secrétaire général, Oui. comme vous le savez, qui a un vrai boulot de terrain, de secrétariat, de coordination entre le conseil et les sociétaires. Et président, c'est pas un aboutissement, mais c'est un peu la barre au-dessus, mais c'est très différent que secrétaire général. Il faut lâcher justement pour avoir une vision vraiment en hauteur et globale, pour justement prendre des décisions plus politiques, je dirais, que du terrain. Et le terrain, c'est le secrétaire général, quoi. Voilà. Et Serge, vous êtes né en juin 1953, dans l'Aube, à Longchamp-sur-Argent, c'est ça? Oui, c'est un tout petit village. Mes parents se retrouvaient là. Enfin, Vous- histoire longue. Mais bon, et le petit garçon de ce petit village de 300 habitants, un jour, il s'est retrouvé à New York, dans une boutique de musique genre Fnac, Oui. le Tower Records, et je fouillais les albums, et j'ai vu mon clip, parce que je faisais partie d'un groupe, et j'avais un contrat aux États-Unis à New York, et j'ai vu mon clip, et là, je me suis dit, entre Longchamp-sur-Argent et New York, c'est pas possible. Mais c'est un beau, rêve extraordinaire. mais c'est magnifique. extraordinaire. Vous avez suivi de solides études de musique, Conservatoire national supérieur de musique de Paris, classe de piano, musique de chambre et écriture. À quel moment vous avez mal tourné? À quel moment vous êtes allé vers la musique de variété, la musique pop? C'est que mon père voulait que je sois donc effectivement concertiste, mais il voulait que je sache jouer des tangos et de la variété assez jeune. Donc il m'a tout de suite mis dans des balles, parce que lui en faisait, C'est ça. pour avoir une connaissance globale. Et à travers les balles, c'est pas les balles que j'ai aimées, mais c'est l'arrivée des Beatles et puis du rock. J'ai trouvé ça formidable. Mais j'avais déjà un très gros bagage technique, musical, piano. Et c'était tout à fait naturel de rencontrer cette musique qui était Et vous auriez pu rester dans cette ambition de devenir concertiste et vous y tenir. Cet appel des Beatles, ça a été si bouleversant que ça? C'était vraiment dans le ventre, au fond du ventre, les instruments comme l'orgamon, etc. Puis le jazz aussi. Bon, mon père était fan de musique, j'étais biberonné très jeune à des Miles Davis, Clifford Brown, etc. C'est incroyable, à 9-10 ans, j'écoutais Miles Davis, je le mettais le vinyle et je me mettais au piano et je jouais avec Miles Davis. Bon, Pas mal. prétentieux, mais on apprend. Et je devais faire des heures et des heures de piano classique toute la journée. Et j'en faisais moins. Et le reste du temps, je vais au piano, je faisais du jazz, entre guillemets, ou j'écoutais de la musique. Donc, je faisais vraiment que ça. C'est absolument incroyable. C'est une formation folle, quoi. Serge, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez eu la gentillesse de me glisser à l'oreille 5 chansons. Oh, je pense qu'il y en avait beaucoup plus, mais enfin, vous m'en avez glissé 5 chansons qui ont marqué une étape importante dans votre vie. Et nous allons ainsi nous promener durant une petite heure au gré de vos préférences musicales. Le premier de vos choix, il fleure bon les années 70. C'est la chanson Diabolomante, écrite et composée par Yves Simon pour le film de Diane Curis, Diabolomante, sorti en 1977. Cette chanson, c'est vous qui l'avez arrangée, comme toute la musique du film d'ailleurs, je crois. Et j'aimerais, pour nos auditeurs, Serge, que vous expliquiez le plus simplement possible ce que signifie arranger une chanson ou une pièce musicale. D'accord, avec plaisir, et puis on y va. Écoutez, le créateur, l'auteur-compositeur, par exemple Yves Simon, Vous amène une chanson guitare-voix. il y a la mélodie, il y a le texte, puis il y a l'accompagnement à la guitare, qui a un certain style. Et puis, il faut rajouter des instruments, créer une ambiance autour. Il faut l'habiller, quoi, en fait. Voilà, donc en collaboration avec le compositeur, qui veut peut-être des cordes ou pas de cordes, et puis des forces de proposition, et puis une très bonne chanson, ça s'arrange très facilement et très bien, quoi. Donc là, l'idée, c'était de faire une petite rythmique, et puis justement des cordes pour enjoliver le picking particulier aussi de cette chanson. Et toute la musique de film, c'était basé sur une petite formation, parce que c'est un film Intimiste. Voilà, donc... mais on réfléchit pas trop, on le fait d'instinct, et puis c'est voilà, une alchimie qui marche, et puis on prend le papier, le crayon, on écrit, et puis ça vient. Voilà. Elle s'est passée comment, cette rencontre avec Yves Simon? Alors c'était assez rigolo, parce que je suis monté à Paris pour faire mon service militaire. À l'époque, c'était obligatoire, donc j'étais coincé, on peut imaginer. À l'armée, d'accord. Et je m'embêtais beaucoup, et j'avais un petit transistor, et j'équoutais FIP en boucle, parce que s'il y avait que de la musique, et ça me permettait de m'évader, évidemment, Oui. des choses militaires insupportables. Oui. Et puis, j'étais contacté par un musicien qui me dit, tiens,
C'est un arrangeur qui par personne interposée, qui m'a fait faire mes premières séances de studio. Et ça a très bien marché. Moi, c'était mon rêve, évidemment, de petit provincial, de faire du studio pour rentrer dans le métier. Bien sûr. C'était incroyable. Et cet arrangeur me dit, est-ce que tu serais disponible pour faire l'Olympia au mois de septembre? Moi, Bien sûr. avec n'importe qui, l'Olympia, mon rêve se réalise. On répète chez cet arrangeur, quelques partitions. Et puis à un moment donné, alors je vois un petit barbu avec sa guitare, c'est bon, sympa, 2-3 chansons sympas. Il arrive une chanson, et je me retourne, je dis mais c'est exactement la chanson que j'écoutais en boucle, qui passait en boucle sur FIP, c'est-à-dire Au Pays des Merveilles de Juliette. D'accord. Que je trouvais absolument génial, c'était ma chanson préférée. Et je me retourne, je dis mais c'est lui, donc je vais jouer avec lui. Yves Simon. Et voilà, Yves Simon. Et de là, on a beaucoup travaillé ensemble jusqu'à aujourd'hui, quelque part. J'ai fait une bonne partie de ses albums. Enfin, bref. Yves Simon, son nom a été longtemps accolé pour les arrangements à celui de Jean-Claude Dequéant. Exact. Alors justement, l'arrangeur en question, c'est Jean-Claude Dequéant. Évidemment, qui était un arrangeur qui était très particulier à l'époque, qui était très original. Très particulier. Voilà, il y avait l'école de certains arrangeurs qu'on connaissait bien dans les années 70, et lui, il se démarquait. Il y avait toujours un petit truc en plus, justement dans les arrangements du Pays des Merveilles de Juliette. C'est absolument. C'est formidable. Et j'ai rêvé New York. Il y a un son, c'est lui. Voilà, c'est lui, et je m'en suis beaucoup inspiré de ce Jean-Claude Dequéant qui est devenu à terme un ami, qui est vraiment avec qui est en plus un être délicieux, qui pour nos auditeurs, voilà, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est vraiment quelqu'un qui a compté, qui compte toujours dans ce métier, qui a écrit la musique de Libertine pour Mylène Farmer, entre autres, et qui à la fin de sa carrière, ne s'y retrouvant plus vraiment avec ce qu'on lui demandait de faire en tant que musicien, est devenu taxi, mais taxi important, c'est-à-dire qu'il a même pris des responsabilités au sein du syndicat des taxis. Il a un parcours très atypique comme monsieur. Disons qu'il n'a pas la formation de musicien qu'on pouvait avoir, nous les musiciens. Il était donc arrangeur, donc c'était intellectuel. Donc il avait une formation particulière et ça a donné sa création hors métier, quoi. Et c'est tout à fait remarquable. C'est remarquable, et c'est vrai que le son Yves Simon, comme le son du premier succès de Mylène Farmer, Maman a tort, ça a été fait au studio du Matin Calme, chez lui à Aubervilliers, et il y avait un son très 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 spécifique. Là maintenant, on va écouter votre son, à vous Serge. On va écouter Diabolomante, une chanson donc composée et écrite par Yves Simon. Les arrangements sont signés de Serge Perratonnerre, qui est mon invité aujourd'hui. On l'écoute. Yves Simon, Diabolomante, le choix de Serge Perratonnerre dans les chansons de ma vie. Serge, j'imagine qu'au niveau émotionnel, ça a dû être assez fort en décembre dernier, lorsque vous, devenu président du conseil d'administration de la SACEM, vous avez remis un prix à Yves Simon. Donc vous, dans vos attributions maintenant de président, remettre un prix à Yves Simon qui vous a fait démarrer dans ce métier, ça a dû être un moment assez fort pour vous. Ah, tout à fait. C'est une rencontre, c'est une espèce de parenthèse incroyable entre ma rencontre avec lui et puis la SACEM. On n'a pas changé, on est resté pareil. Et Yves a fait une carrière aussi atypique de compositeur, d'auteur, d'écrivain, de journaliste. Mais il a toujours aimé donc la musique, on s'est toujours retrouvés, on a toujours déjeuné ensemble. Enfin, c'est vraiment un pilier pour moi. Et le fait que le conseil d'administration a voté à l'unanimité pour l'honorer, moi, j'étais aux anges, mais je ne voulais pas influencer le conseil. Ça, non, vous ne l'avez pas fait. Voilà, je suis témoin. Voilà. Moi, Serge, ce qui me frappe aussi en écoutant cette chanson d'Yves Simon, c'est l'épure de l'orchestration. Il n'y a pas 10 000 choses, il n'y a pas 10 000 ingrédients dans votre recette. C'est souvent plus difficile de faire simple et beau, non ? C'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à faire. Oui, c'est ce qui est le plus passionnant, c'est d'arriver à extraire le meilleur. Parce que mettre des tartines, ça peut être facile, mais non, il faut aller à l'essentiel et sublimer la mélodie, la voix de l'interprète, et puis autour on construit, on monte, et puis ça, à un moment donné, ça suffit. Le plus tue. Serge, de façon générale, qu'est-ce qui vous fait accepter ou non de rentrer dans une aventure musicale, de rentrer dans un projet ? Je vous demande pas de citer de nom, c'est pas du tout le genre de la maison, mais est-ce qu'il y a des artistes que vous avez refusé d'accompagner en vous disant ça, je ne saurais pas le faire ?
J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de propositions. Oui. J'ai refusé des artistes, la mort dans l'âme, D'accord. parce que je n'avais pas le temps. J'ai refusé parce que quelquefois, bon, je peux dire les artistes avec qui j'ai travaillé, mais il y a pas longtemps, je me suis dit, mais je pourrais aussi citer ceux que je mourrais d'envie de travailler avec. C'est-à-dire, j'ai refusé Barbara pour le spectacle au Zénith, oui, parce que j'étais avec France Gall et Michel. Vous pouvez Et pas on ne tout pouvait pas faire. faire les deux. J'ai refusé un Jacques Higelin il y a un certain moment. J'ai refusé Diane Dufresne. Ah oui, c'est quand même des gens. Ah, mais je rêvais magnifiques. de chanter Diane Dufresne. Pour moi, c'est une des plus grandes. Enfin bon, bref. Et ça m'a fait mal au cœur. Mais sinon, refuser. Non, je sais, quelquefois en studio, bon, on ne sait pas pour qui on travaille, on est appelé, tu viens, tu joues, voilà, on fait le boulot. Et les gens sont pas vraiment sympas, on le sent pas. Évidemment, la chanson n'est pas terrible. On regarde la montre parce qu'on se dit, bon, on fait au mieux et souvent ça tarde, mais bon, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Voilà, c'est ce qui est fait. On tourne voilà. la page, mais il n'y a pas de souci, hein, au contraire. Nous continuons notre promenade au pays de vos préférences musicales et là nous arrivons à une artiste, plus exactement à un couple d'artistes qui ont, je pense qu'on peut le dire, changé le cours de votre carrière. Vous avez choisi, Serge, de nous faire écouter Ella Ella, interprétée par France Gall et composée et écrite par Michel Berger. Ce couple mythique, ce couple culte aujourd'hui, il est entré quand et comment dans votre vie ? C'est un coup de fil, toujours pareil. Le bonheur, c'est ça comme un voilà, coup de fil. exactement. Bon, il y a eu quand même un grand parcours avant, comme je parlais tout à l'heure de New York. J'ai fait pas mal de groupes de jazz rock, de musique fusion, perso, que je composais, que je montais. Et puis à un moment donné, j'arrivais à la trentaine et bon, ça plafonnait cette histoire de groupe. Donc j'étais... coup de chance, un coup de fil de Yannick Top qui m'appelle, qui me dit voilà, Yannick Top que je connaissais que de nom du groupe, etc. Un grand bassiste avec qui je rêvais de jouer évidemment. On avait fait des séances ensemble de studio grâce à Jean-Claude Duquesne d'ailleurs. Oui. Et c'était un personnage immense. Il m'appelle, il me dit voilà, ce serait pour jouer avec France Gall. Je ne sais pas d'imiter que l'accent de Marseille. C'est pas mal. Et France Gall, je me dis, attends, donc c'est de la variété, mais c'est Michel Berger, mais c'est énorme. T'es dans le début des années 80. Oui. Je dis oui. Rendez-vous en salle de répétition, c'était pour le spectacle des branches au Zénith, le premier 1984. Zénith. Voilà, donc c'était vers les années 83 et le spectacle 84. On ouvrait le Zénith et là c'était une structure colossale. Il y avait sur scène, on était un certain nombre. Et la rencontre avec Michel, c'était avec beaucoup de pudeur. On était en répétition. Bon, je commence de jouer et Michel qui tournait autour des musiciens pour écouter ce qu'ils jouaient pendant les répétitions. Toujours une complicité évidemment avec les musiciens parce qu'il y avait à la fois Yannick Top, ça collait immédiatement. J'adorais sa façon de jouer. Le batteur Claude Salmieri, on se connaissait des groupes. Enfin, ça tournait, c'était Vous le étiez en bonheur famille. intégral immédiatement. Et Michel, ce qu'il rêvait, c'était que ça. Et un petit détail quand même Michel voulait des très bons musiciens, mais pas des gens connu du métier pour avoir joué avec tout le monde. Parce qu'à la fin, on a discuté avec qui tu as joué. Alors moi, je lui racontais mon histoire un peu américaine des groupes avec ci et ça. J'avais pas fait le métier avant de C'est ça, les galas, les galères et tout ça. Je suis passé à travers. Et ça lui a beaucoup plu. Et vous étiez neuf encore, vous. Voilà, si bien qu'il voulait construire une équipe. Et à partir de là, l'équipe, je me suis greffé donc à l'équipe de Yannick Top, Salmieri, et puis des guitaristes comme Claude Angèle, Denis Lable. C'était pas des mauvais quand même. Et on a fait tous les albums de Michel, les tournées, les comédies musicales, etc. Il y a une confiance totale, mais petit à petit, Michel donnait sa confiance petit à petit. Après un album doucement. en studio, et puis après, voilà, il fallait prouver. Vous avez tout de suite su que cette rencontre-là allait changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous l'avez pressenti ou sincèrement non? Au départ, c'était une rencontre comme une autre sur laquelle vous essayiez de donner le meilleur de vous-même, mais sans penser qu'elle allait à ce point-là changer votre vie? Oui, non, c'est vrai. C'était un artiste, un créateur que je respectais, disons, mais avec accompagner France Gall, c'est quand même une voix. Je m'en suis rendu compte petit à petit, mais c'est vrai, pas du tout au début. Puis je voyais quand même que le carnet, il se remplissait de plus en plus avec Michel Berger. Mais je voulais pas, moi, être quand même totalement inféodé. Inféodé à moi, je voulais continuer ma carrière de musique de film, de télé, de cinéma, de pub. Ça rentrait, je voulais être très large. Donc, j'ai réussi à mener tout de front, quoi. C'est pour ça que j'étais amené à refuser aussi de trois trucs par-ci par-là, quoi. Mais bon...
Au moment, quand Michel nous a donné Starmania à Yannick et moi en 88 pour L'arrangement. l'arrangement et puis la réalisation totale qui a été faite entièrement sur informatique, sur ma proposition complètement délirante et inconsciente, parce que l'informatique à l'époque c'était des On était aux entités prémices. Atari de Oui, 1 méga. Mais bon, on essuyait des plates, j'adorais ça. Et Michel, qui connaissait rien dans la technologie, il me faisait entièrement confiance. Et ça obligeait un peu d'avancer. Et puis c'est génial de prendre des risques, quoi, voilà. Et Michel Berger, il avait la réputation d'être quelqu'un d'assez froid, d'assez distant. C'était de la pudeur, c'était de la timidité? Ah oui, non, il n'était ni froid ni distant. Il réserve, et puis il employait des mots à bon escient, il parlait pas pour rien dire. Il écrivait, donc il faisait des chansons magnifiques qu'on connaît. Mais sinon, il y avait beaucoup de respect, fallait une intimité, il se protégeait, mais en fait, il aimait beaucoup l'univers des musiciens, il se sentait extrêmement musicien, compositeur, et il aimait être avec son équipe de musiciens. C'était ses plus grands moments de bonheur. Il l'a dit, c'était ces moments en studio, autour de ses œuvres qu'il avait créées. De communion. Et de monter, de sublimer ses compositions, quoi. Alors Serge, j'ai la chance de vous connaître dans la vie. On a souvent eu le bonheur de discuter ensemble. Et vous m'avez raconté une chose, moi, qui m'avait beaucoup touché, qu'une fois, une seule, vous aviez senti une relation vraiment intime avec Michel lors de la disparition de vos papas respectifs. Oui. Et qui avait eu là, à ce moment-là, quelque chose d'assez fort. Oui, tout à fait. J'ai perdu mon père en 92, subitement. Et Michel, son papa également. Alors, il y a toute une longue histoire. Oui, avec son papa qui bon, mais disons pas simple. En fin de vie, évidemment, on se rapproche du père. Et donc, on a perdu nos pères à 8 jours près. Et à un moment donné, on était en studio ensemble. Dans son studio, il y avait un petit coin cuisine, on se faisait le café. Et on a échangé. Et là, il y a eu un moment il s'est lâché un peu. Moi aussi, c'était très très fort, très émouvant ce qu'on s'est dit, et c'était assez puissant. Oui. Et je crois savoir qu'au niveau de ces musiciens, quand il vous aimait bien, il n'était pas très 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 prêteur. Et lorsque vous lui dites que éventuellement Johnny Hallyday aimerait bien que vous alliez faire un petit tour avec lui, il n'a pas très très envie de vous voir partir. Il vous aime et il veut vous garder pour lui, quoi. Ah oui, j'avais raconté ça. Oui, effectivement. Je faisais en tant que musicien les albums de Johnny comme musicien, arrangeur avec Yannick, etc. Et donc l'équipe, la production me demande à un moment donné pour une tournée de 3-4 mois, de faire Johnny sur scène. Alors je me dis, Johnny, c'est quand même, c'est le patron. Il faut faire Johnny sur scène dans sa vie, c'est pas possible. Donc je dis oui. Et Michel l'apprend, bien évidemment, et il m'appelle, il me dit Serge, c'est un peu embêtant quand même, parce que le public va voir que mes musiciens jouent avec comme Johnny. Bon, j'ai compris le message. J'ai fait, non. Non, donc ça tombait. Ça me gênait pas trop, parce qu'il y avait tellement de boulot à côté. Mais je me dis, voilà, fallait quand même. Il défendait. Il était possessif. Voilà, on peut dire, voilà, il n'y a pas de problème. Mais bon, moi, je l'ai vécu très bien, mais ça aurait pu, par d'autres, être mal vécu sur scène, voilà. France Gall, vous l'avez accompagné même après le départ de Michel. C'était quoi votre rapport avec elle? Vous le définiriez comment? Michel, on vous écoute parler et on peut se faire une image de votre relation. Avec France, c'était comment? France, avec Michel, c'était la chanteuse. D'ailleurs, il l'appelait la chanteuse. D'accord. Quand on était en mise en scène, etc. Bon, la chanteuse, elle l'appelait le metteur en scène, tu vois. D'accord, c'était vraiment les rôles étaient définis. C'était bien défini, mais on avait une complicité avec France, parce que France, elle aimait bien la bonne bouffe, la fête, etc. Donc, on passait des très, très bons moments. Michel, c'était plus, voilà, faut rentrer à la maison. Boulot. Boulot. On le faisait. De toute façon, on était très pro. Mais avec France, elle mettait une très belle ambiance de vie autour. Et Michel en était très heureux, parce qu'il était... Voilà, Michel, il fallait pas perdre de temps, il fallait avancer. Mais on le faisait, bien évidemment. Il y avait un sentiment d'urgence toujours chez lui. Toujours. Et France... Et ça se ressentait, moi en tant que pianiste, mes plus beaux moments de musicien, accompagnateur, très simple, je jouais pas de démonstration de virtuosité au piano, mais accompagner une artiste comme France, c'était des moments, que ce soit sur scène, au Bercy, de faire juste un titre piano-voix avec France, c'était magique.
Et je l'ai ressenti ça une deuxième fois avec Céline Dion, voilà, piano. Moi, ce que j'aime, c'est accompagner, être derrière l'artiste, la suivre et faire Ne faire plus qu'un. Ne faire plus qu'un. Voilà, c'est des moments, donc c'est superbe. Voilà, moi, c'est un grand moment pour moi. De France, vous avez choisi de nous faire écouter Ella Ella, une chanson magnifique dédiée à la grande Ella Fitzgerald. Pourquoi ce titre en particulier? Qu'est-ce qu'il a comme histoire pour vous, ce titre-là? On était allé en Italie enregistrer l'album, donc l'album Babacar. Michel voulait qu'on soit en immersion. Donc on est allé dans le nord de Milan, dans un château des Visconti, peu importe. Mais enfin, on était 24-24, studio, on mangeait au resto, on couchait, on jouait au ping-pong. Enfin, moi, je joue pas au ping-pong. Mais on était en immersion totale et on faisait un titre par jour. Ouais. Et c'était un tube par jour, en fait. Il y avait Babacar, évidemment, Papillon de nuit, Ella, enfin, je sais plus les titres. C'était incroyable. Que des cartons. Que des cartons. Le dernier jour, enfin, parce qu'on n'a fait que 6 titres là-bas, le reste, on l'a fait à Paris. On écoute les 6 titres, puis à la fin, Michel nous dit, alors, quels sont vos titres préférés? Et Ella, c'est un titre magique. Énorme. Enfin, déjà, musicalement, comme musicien, ça tourne, ça joue terrible. Les mélodies sont à tomber, et puis il y a une espèce de vision d'Ella Fitzgerald. Le texte. Ça tourne, voilà. Ce tout petit supplément d'âme, cet Évidemment. indéfinissable charme, ça, il faut l'avoir trouvé, celle-là, quand même. Mais même comme musicien, parce que j'adore jouer, je suis un musicien, moi je suis un bourrin, j'adore ça, et jouer ce titre-là avec la rythmique de Yannick à la basse, avec la batterie de Salmieri, ça tourne tout seul. Alors il y avait Babacar, on s'est dit ça, c'est doigt dans le nez, c'est le tube, hein, c'est du classique. Mais elle, là, il y avait un plus incroyable. Évidemment qu'une sublime chanson. D'ailleurs, évidemment qu'on a fait donc là-bas. Oui. Il y avait une petite histoire. Parce qu'il y avait, avant, l'album de Johnny. Donc, oui. Rock'n'Roll Attitude. Voilà, dans lequel il y avait entre autres Tennessee. Enfin, oui. Magnifique chanson. Et quand Michel, on est en studio en Italie, voilà, en général, ça commence toujours, il met son grand carnet noir sur le pupitre, et on y va. Il nous joue le titre. Ah non, on y va, nous on se branche, on prend le café, et puis il joue en boucle le titre, de loin, et puis il annonce la mélodie. Et puis on écoute, on se dit, bah tiens, on va refaire une version de Tennessee, parce que c'était les harmonies de Tennessee. Et moi, naïf un peu, je vais vers Michel, je lui dis, ah, on va faire une nouvelle version de Tennessee pour France, pourquoi pas? Il se retourne, puis il me dit, mais Serge, mais c'est une autre chanson, c'est pas la même mélodie. Il savait même pas qu'il avait composé une chanson sur la même grille, suite harmonique, la même grille. Mais vraiment, la même, on met les deux en parallèle, ce sont les deux mêmes. Mais la force de Michel aussi, je me suis dit, mais c'est incroyable. Il a fait une mélodie de fou, un tube avec Tennessee. Et une magnifique mélodie avec Et une évidemment. deuxième sur la même grille, mais c'est presque un exercice de style au conservatoire. On vous demande de faire des contrepoints sur deux grilles, mais là il a fait une deuxième mélodie qui n'a absolument rien à voir, et qui est aussi forte et qui est aussi magique, mais c'est la même grille. Donc la grille, en fait, on s'en fout. C'était la mélodie. L'important, c'est la mélodie. Et la grille en dessous, elle est induite. Et la mélodie et les textes, évidemment, mais c'est évidemment deux chansons sublimes, totalement différentes. Mais sur le coup, c'est la même grille. Donc, des suites harmoniques, il y en a eu des tonnes. Enfin, je veux dire, Yesterday, oui, des Anatoles, il y en a beaucoup. Oui, mais Michel Berger, à 2 ans près, il a fait 2 mélodies incroyables. Sur dessus de l'accord les mêmes. Et qui sont devenues des tubes, parce que les mélodies fortes, il n'y a rien à faire. C'est pas des tubes qu'on matraque en radio. Le public adore et aime et choisit. Il y a pas de Bien problème. évidemment, c'est le public qui décide. Moi, je vous propose qu'on écoute ces 2 chansons, un petit bout de chacune, Ella Ella, évidemment, France Gall. Vos choix et 2 chansons sur lesquelles les claviers, c'est vous, on les écoute. Évidemment, Ella, 2 titres magnifiques de France Gall, choisis par Serge Perratonnerre dans Les chansons de ma vie. Ce qui est fou, Serge, lorsqu'on écoute ces 2 chansons, c'est qu'on s'aperçoit que ni l'une ni l'autre n'a pris une ride, quoi. C'est absolument dingue comme ces compositions-là traversent les années avec bonheur. Oui, il n'y a pas de notion de temps, de mode. Il y a des rythmiques, il y a de la basse, des claviers. Enfin, c'est pas typé. Il y a un côté 80, mais pas autant que d'autres chansons, peut-être de Michel. Mais celle-là, il y a un côté universel. Dans l'essence, ça passe toujours. Hein, c'est des nappes, il y a de la batterie. Enfin,
Là, on ne sait pas. Hein. Quand on le fait, on ne sait pas comment on fait. Hein. Ça, c'est clair. Ça marche et la sauce prend. Hein. La magie est là. Nous sommes sur Radio J, une radio culturelle et cultuelle. Une petite question que je vous pose comme ça sur Michel Berger. C'était quoi son rapport avec le judaïsme? Il en parlait? Ou c'était quelque chose qu'il avait mis à distance? Alors, il se disait protestant. D'accord. Parce qu'il est élevé par sa maman. Sa maman, voilà, qui avait beaucoup souffert, évidemment. Sa mère venait de Hollande. Oui. Ils avaient souffert, ils ont tiré un trait. Voilà, on sera protestant. D'accord. C'était incroyable. Et France nous a dit un truc incroyable un jour, après son décès, parce qu'on faisait pas mal de dîners le soir avec France. Elle nous a dit, mais c'est incroyable, j'ai jamais parlé de religion avec Michel et de sa religion juive, pas Oui, le papa, le professeur en Burgueux. Mais bon, on sentait qu'il y avait vraiment une brisure. Une brisure, voilà. Et vous, Serge, c'est ma question, Jacques Chancel, et Dieu dans tout ça. La spiritualité, c'est quoi pour vous? On parle souvent, quand on parle des créateurs, on parle de dons. Don, l'origine, la racine du mot don, c'est le divin, quoi. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui sont plus habités que d'autres, qui ont reçu un don qui viendrait du ciel? Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que votre rapport avec la spiritualité, c'est quoi? C'est une très bonne question essentielle on cherche depuis sa naissance. Oui. Et je crois qu'il faut le trouver en soi. Et grâce à la musique, grâce à des moments de plénitude, il y a des moments quand on fait de la musique ou qu'on la compose ou quand on est... Il y a un moment donné où l'esprit, entre le conscient et l'inconscient, on ne sait pas où on est. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un moment extrême de grâce. De grâce. Et qu'on recherche en fait. Et il faut être à l'écoute, il faut être en attente. Alors de soi-même, je ne sais pas d'où ça vient. C'est des moments... qu'il faut traquer, qu'il faut savoir prendre. Et c'est ce moment-là où il y a on appelle ça l'écriture automatique, la pensée automatique, où là on se lâche et on ne sait pas si c'est nous-mêmes. D'ailleurs, quand on crée quelque chose, on lit, on le regarde, on le joue. J'ai fait ça, mais c'est incroyable. Oui, on a peur de l'avoir piqué quelque part. Voilà, c'est pas nous. Et alors, je vais faire un parallèle un peu. Je suis passionné de plongée bouteille, parce que quand on fait de la plongée bouteille, je crois que vous en avez déjà fait. Un tout petit peu aussi. On en a parlé souvent, oui. Et c'est des moments de grâce aussi où on est en déséquilibre mental, parce que le souci, c'est pas notre élément, d'être sous l'eau. On a des bouteilles, c'est pas très simple, mais il y a des moments de grâce, et là, il y a un côté divin dans ce truc-là, c'est très proche de la musique, des moments forts dans la musique quand on en écoute. Alors, pour l'écouter, il faut être... on se sent connecté. C'est ça. C'est fou, mais ça vient de soi-même, mais il faut se lâcher. Et dans la création, il y a c'est des moments éphémères qu'on recherche en fait en permanence, ce moment de relâchement. Et là, on ne sait pas, et on est bien. On est bien, on n'est pas forcément nous-mêmes, mais on est nous-mêmes en même temps. Une espèce d'équilibre incroyable, et c'est ces moments-là qu'on recherche en vieillissant. On se dit que c'est ça qu'il faut aller vers ça. Votre discipline pour composer, vous êtes quelqu'un qui vous levez tous les matins, qui travaillez tous les matins, cette muse qu'on cherche tous, cette muse que l'on traque, cette inspiration, ces moments magiques, ces moments divins qu'on peut appeler moments de spiritualité et qu'on cherche tous, vous les cherchez avec une discipline ou vous mettez au piano quand ça vous dit? Alors, il y a deux moments. Il y a le moment un peu technique. Je fais pas mal d'arrangements. Là, c'est du technique. Il faut prendre le papier, le crayon, on écoute et là, on avance. Et c'est de l'écriture. Là, c'est de l'écriture. Mais les moments de création, qu'on a une commande, une musique de film, un truc à créer, un générique. Là, on est angoissé. Des gens disent, j'y arriverai jamais, déjà. Bon, oui. On se dit ça. Et on met la graine. Histoire de se mettre la pression. Bah oui, on met la graine et puis on n'y pense pas. Mais en fait, le cerveau y pense. Puis à un moment donné, c'est incroyable d'ailleurs. J'ai remarqué, on se met au piano. On sait qu'on a ce truc-là à faire parce qu'il faut le livrer dans 8 jours. Et justement, c'est pour rechercher. C'est là où j'ai j'ai rien découvert, mais j'ai ressenti. Je sais pas, quelqu'un vient vous déranger. Je sais pas, ou ma femme vient me parler alors que je suis au piano, ou mon fils
Et là, ça me déconnecte parce que j'allais jouer quelque chose de conscient. Et le fait qu'on me dérange, je passe, mes doigts sont dans un autre monde et il y a un truc qui sort. Mais ça dure 20 secondes. Il faut le traquer, ce truc-là. Et là, on l'écrit immédiatement, on met de côté. Le lendemain, on le rejoue, on l'écoute. Et c'est incroyable. C'est bien. C'est vachement bien. Alors, un truc qui est vachement bien, une musique que vous avez été bien inspiré de composer, je vous propose de l'écouter, c'est celle-là. Serge, tous nos auditeurs ont reconnu le générique de l'émission Ushuaïa, un générique que vous avez composé, une émission présentée par Nicolas Hulot et créée sur TF1 en 1988. Comment êtes-vous arrivé dans cette aventure et comment est né sous vos doigts ce thème-là ? Tellement simple. J'ai un copain réalisateur pour qui j'avais fait une musique pour un documentaire sur France 3. Il me dit tiens, il y a un mec de radio qui est en train de préparer une émission, là, une nouvelle émission sur TF1. L'aventure, si tu peux me faire un générique. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs personnes sur le coup. J'ai fait une cassette. Voilà, il y a des voyages, il y a de l'action, il y a 2-3 adjectifs à la noix. Vous le faites. Et puis les doigts, on y va. Voilà, l'action et puis de l'émotion. Bon, là, je fais deux bouts, hop, je donne la cassette. Et puis 15 jours après, il me rappelle, il me dit bon, c'est toi qui as été choisi. Alors, j'ai réécouté, je dis attends, qu'est-ce que j'ai fait Choisi quoi? J'ai réécouté, j'ai dit ah bah oui, pourquoi pas. Ils m'ont donné des images et puis là j'ai adapté la maquette que j'avais faite qui était déjà assez ressemblante. Je l'ai collée dessus, puis voilà, ça s'est fait vraiment très simplement. C'est incroyable. Cette musique, elle circule donc aujourd'hui maintenant depuis 35 ans, donc ça fait 1988, 98, 2008, 2008, 35 ans. C'est l'âge de mon fils, oui, c'est ça. On ressent quoi quand on fait quelque chose, une musique comme ça, qui rentre dans tous les foyers? Enfin, je veux dire que on ne connaît peut-être pas votre nom, mais vous faites écouter à n'importe qui dans la rue cette musique et on vous dit que c'est la musique générique de Ushuaïa. On ressent quoi par rapport à à ce bonheur-là, justement, de faire quelque chose qui reste et qui continue à faire du bien aux gens qui l'écoutent? Oui, j'ai pas trop pensé à ça, mais en fait, ça... Alors, je vais pas être prétentieux, mais je trouve ça normal parce que je m'en suis détaché, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc, ah bon? Oui, enfin, j'ai pas fait... Attendez, là, non, mais je m'entends, c'est pas mon ego qui est dessus, c'est une musique qui est faite, et puis celle-là, elle continue de fonctionner, mais c'est fait il y a tellement longtemps. Bon, je suis content, mais c'est normal quelque part. Alors, c'est là où je veux pas être prétentieux, mais elle est pas mal, elle est sympa, et puis bon... Elle est originale, elle est originale. Oui, oui. Mais, alors j'ai été prétentieux, ça y est, je passe pour un prétentieux, mais non, c'est normal, mais non, il y a des choses qui restent. Mais ça doit être une grande joie quand même, c'est un grand bonheur de savoir qu'une musique... La notion de faire du bien aux autres, si cette musique a tant marché, si elle s'est même vendue en 45 tours, je crois, à une époque, c'est que ces gens-là qui sont partis mettre un billet à l'époque de 10 ou de 20 francs, ou de peu importe, pour s'approprier votre musique, c'est que ça leur procurait des émotions, c'est que ça leur faisait du bien. Savoir qu'on a été utile à ses contemporains, c'est pas mal quand même. Oui, je reconnais, je suis humble devant, effectivement. Il y a eu beaucoup de compiles, de trucs de CD, New Age, etc. Effectivement, c'était... Je sais pas quoi dire, j'en suis... Presque. Très bonne question. Elle n'est plus à vous, quoi. Elle appartient tellement aux gens qu'elle n'est plus à vous. C'est ça, j'entends bien. Ça. Alors, et pour nos auditeurs, je précise qu'Ushuaïa n'est pas qu'une célèbre composition de Serge Paratonnerre. C'est aussi une ville d'Argentine située sur l'archipel de la Terre de Feu. Vous y êtes allé, vous, à Ushuaïa? Non, hélas. J'avais demandé une époque, parce que j'ai fait beaucoup de musique pour les émissions d'Ushuaïa où il y avait 1h30 de musique, enfin, des émissions d'1 heure. Donc j'avais des copains réals qui partaient en Amazonie, au pôle sud, au machin. À un moment donné, j'ai dit putain, mais j'aimerais bien moi aussi aller voir. J'ai proposé. Alors c'était compliqué. Je paye mon billet, je vais avec vous pour tournage. Je rêvais d'aller justement au pôle sud, etc. Et aller à Ushuaïa. Ben oui, c'était ça. Mais bon, c'était compliqué au niveau de l'organisation. Donc je voyageais sur mes écrans de télé pour faire la musique, quoi. Voilà, et je vous pose la question parce qu'un jour on posait la question à Bernard Dimet qui avait écrit ce magnifique texte avec une mélodie composée par
par Henri Salvador de Syracuse. On lui avait demandé, mais vous êtes allé à Syracuse? Il dit, mais je suis passé une fois, c'est une ville épouvantable. Il disait, c'est Montceau-les-Mines, quoi. Je n'ai rien contre les habitants de Montceau-les-Mines, mais c'était, en fait, lui, il avait sublimé avec ce mot qui sonnait à ses oreilles comme un enchantement. Il avait fait un texte magnifique sur une ville qui n'avait aucun intérêt, qui ne ressemble en aucun cas à la magnificence de ce qu'il a pu écrire. On poursuit notre balade en votre compagnie, et là, on va quitter les grands espaces d'Argentine et d'Ushuaïa pour nous retrouver dans l'ambiance beaucoup moins glamour d'un commissariat. De 1990 à 2005, vous avez, Serge, composé pas moins de 108 épisodes de la célèbre série Navarro. Mais c'est colossal, ça, comme boulot, 108 épisodes. Oui, bon, on commence par deux... pareil. Bon, c'était avec mon pote Yannick Top. Oui. On n'était pas du tout dans les séries télé, et puis un coup de fil. Je faisais des films avec Pierre Jolivet, et puis il y en a un qui était à l'écran. Et il y a un réal qui m'appelle, il me dit, voilà, est-ce que vous êtes bien Serge Perratonnerre, compositeur de telle musique de film de Pierre Jolivet? C'était un film avec Bruel, je crois, puis avec François Cluzet. Je dis, bah oui. Force majeure. Force majeure, bravo. Et je lui dis, bah oui, parce que donc je vous ai trouvé à l'époque, j'étais pas en liste rouge, il m'a trouvé sur le Minitel. Je dis, bon, bah rendez-vous demain dans une maison de production, il y a une série, bref. Vous y allez. Et puis là, ils étaient en cours de réalisation de 2 films, d'une petite série de 6 films potentiels si les 2 premiers fonctionnaient. D'accord. Voilà, une musique à faire. Bon, bah, ok, on y va. Faire un thème. Le lendemain, hop, on y va, on met les doigts. Il sort un thème. Ils écoutent à 200 là. Oui, c'est bon, hop, on se retrouve à faire la musique de deux épisodes, et en pensant qu'il allait peut-être en avoir 6, et puis en fait il y en a eu 6, et il y en a eu 13, et 22, et puis on est allé, voilà, donc j'ai refait de la musique au fur et à mesure, etc. Et ça a été un succès colossal. C'était les premières séries télé vraiment françaises. À l'époque, c'était la reprise donc de TF1 par le groupe Bouygues. Par le groupe Bouygues, et ils voulaient un petit peu créer des héros français. Ils en avaient marre des Colombo, l'Homme de Fer, enfin toutes les séries américaines qu'ils essaient. Je voulais créer un personnage. Il y avait juste avant la série... je sais plus le nom. Peu importe, mais en tout cas, c'est vrai que Roger Hanin, dans le rôle de l'incontournable commissaire Navarro, ça a marqué. Un épisode comme ça, c'est combien de minutes de musique pour vous? Oh, il y avait bien la moitié du temps. Bon, c'était des 90 minutes, il y avait bien 40-50 minutes de musique, ouais. Donc, au début, il y avait un gros travail de création, et puis après, il y avait du stockage de musique que je me resservais, que je remixais d'une certaine façon. J'avais anticipé aussi. J'avais fait ce qu'on appelle des stems, c'est-à-dire... Oui. Bref, pour me retrouver avec une technologie assez pratique, assez pointue que j'avais mis d'ailleurs en place avec Starmania et toutes les comédies musicales, une façon de travailler qui était aussi très, très maligne. Voilà. Alors, une petite question. À cette époque, vous étiez sur scène avec Michel, France. 93, vous allez accompagner Johnny. Vous composez énormément de musique à l'image. Une question, vous dormiez quand à l'époque? Non, seul. C'est vrai qu'il y a des moments un peu chauds. Où ça frottait un peu. Non, mais je voulais m'occuper de mon fils et tout. Oui. Il faisait du piano, le conservatoire. Non, c'était... Non, il fallait s'organiser. Non, ça allait. En termes d'aspiration, lorsque l'on sollicite à ce point-là son imagination, on n'a pas peur à un moment de se retrouver un petit peu sec devant son clavier quand on livre autant, quand on donne autant de soi-même et de son réservoir créatif? J'ai eu la chance d'être multicarte, que j'ai un peu expliqué, musicien, arrangeur pour la chanson. Après, j'ai fait des comédies musicales, donc les Starmania, Notre-Dame de Paris. J'ai fait compositeur des séries télé, des génériques, des musiques de films. Qu'est-ce que j'ai fait? Musique de théâtre aussi, j'ai fait pièces. Oui, mais vous composiez beaucoup. C'était pas que des arrangements. Oui, mais c'était pas que de la composition, ça. Le cinéma, à un moment donné, je faisais 1 ou 2 films de suite parce que ça tombait comme ça. Pour le milieu de cinéma, ça commençait de me gonfler. Hop, il y avait un album de chanteurs à faire. Ah, c'est bien de refaire des chansons. Puis vous régénériez comme ça, quoi. Voilà, c'est formidable. Déjà au niveau métier, déjà, et puis de rebondir. Et puis surtout, l'un nourrit l'autre. Enfin, on se nourrit en permanence. Et sur Navarro, on vous demandait parfois d'aller sur les tournages pour justement vous imprégner de l'ambiance? Jamais? Pas du tout. Jamais. Non, ça sert à rien. Ça le commissaire Navarro et Roger Hanin, vous le beau-frère, vous l'avez rencontré? C'est-à-dire que quelquefois, il y avait des pots de fin de tournage, donc on pensait inviter le musicien, donc j'allais, bonjour, on a dû se rencontrer quelques fois avec Roger.
Il m'a dit quelques petites phrases très sympas. Très sympathique. La musique formidable, machin. Il était assis sur son fauteuil. Venez, formidable la musique. Non, il était très sympa, très très sympa. Je vous propose qu'on l'écoute, cette musique de Navarro. Le générique de Navarro signé Serge Perratonnerre. On l'écoute. Navarro, une musique signée Serge Perratonnerre, qui est notre invité dans les chansons de ma vie aujourd'hui sur Radio J. Serge, dans tous les magazines, dans tous les feuilletons, tous les films dont vous avez signé la BO, quel est le projet qui vous a donné le plus de fil à retordre? Lequel vous vous êtes dit, oula, là je vais pas y arriver, ou là c'est compliqué? Est-ce qu'il y en a en particulier qui vous a donné plus de mal que les autres? Alors, là, ce qui me vient à l'esprit, j'ai fait beaucoup de films de Pierre Jolivet, Oui. J'en ai fait 9 ou 10. Le complexe du kangourou, tout à la Force suite. majeure. Et chaque film était d'esthétiques différentes. C'était des comédies, polar, suspense, films en costume du Moyen-Âge, etc. Donc ça, c'était très excitant, sûrement pour Pierre, de se prouver, d'écrire pour des styles différents. Et la musique était à chaque fois différente. Alors avec Pierre, quelquefois, il me donnait le scénario à lire, je faisais la musique. Quelquefois, je voyais le film monter et il me demandait de faire une... Donc, c'était très différent. Et un jour, il fait un film, et puis ça traîne, il ne m'appelle pas. Je dis, mais merde, il ne m'appelle pas. Ah, il m'appelle. Mais il me dit, tiens, Serge, je voudrais te montrer mon film. Là, je suis en projection, il est pratiquement terminé. Ouf. Oh, je dis, merde, c'est chaud, là. Il me dit, écoute, pour moi, il ne manque pas de musique. Je dis, tu ne vas pas me faire ça, quand même. Donc, je le vois, le film. Effectivement, le film fonctionne, mais je vais quand même te trouver quelque chose, petit canaillou. Et c'était quoi ce film? C'était le film avec Vincent Lindon. Ma petite entreprise? Non, le film d'avant. Oh putain, les titres. Peu importe, un film avec Vincent Lindon. Sur le social, Oui. sur bref. Et donc, je trouve quelque chose à lui proposer. Eh ben, il y en a quand même une douzaine de minutes, tu vois. Quand même. Donc là, je me suis dit, ça, c'est un beau challenge. Serge, lorsque vous vous revoyez débutant, musicien, géo au Club Med, dans les années 70, et que vous visualisez le chemin parcouru, vous dites quoi? Vous ressentez quoi? Je sais que vous êtes quelqu'un vraiment, et c'est pas une posture de réellement humble, mais quand même, il doit y avoir une satisfaction quand même. Ce que j'ai vécu, ce que je vis, c'est vraiment ce que je voulais faire à 13, 14, 15 ans. C'est-à-dire que vous n'avez pas trahi Je vos me rêves. projetais là-dedans. Donc, conservatoire, je regardais les 45 tours. On commençait de voir le nom des musiciens qui enregistraient avec les chanteurs à l'époque. Je sais plus, Julien Clerc, Paul Naref, tout ça. Ils mettaient le nom des musiciens. Moi, je rêvais de jouer avec eux comme musicien. J'avais vu un documentaire à la télé sur un compositeur de musique de film, alors un truc télé noir et blanc. Oui. Et je me suis souvenu que c'était Claude Bolling. Et il était sur son piano, des grands scores, voilà, il écrivait. Et je me disais, c'est ça que je veux faire aussi. Et j'avais vu le film de Cousteau, Le Monde du Silence, et je voulais aussi faire de la plongée. Donc en fait, vous êtes quelqu'un qui poursuivait ses rêves et qui assouvissait vos passions, quoi, qui arrivait à les toucher du doigt et à les réaliser. Et c'est donc possible. Et moi, j'incite tous les mômes de 12, 13, 14, 15 ans à avoir des rêves et à les poursuivre. Et de les réaliser. C'est le bonheur intégral. Donc d'avoir une force en eux pour arriver à le faire. À vivre leur passion. On poursuit avec une comédie musicale dont vous avez assuré la direction musicale, composée par Richard Cochante, sur un livret et des paroles de Luc Plamondon. Je veux bien sûr parler de Notre-Dame de Paris. Cette comédie musicale, c'est elle qui a montré que ce genre n'était pas exclusivement réservé aux États-Unis ou en Angleterre et qu'on pouvait avoir un public avec des comédies musicales à la française. Comment s'est montée cette aventure et comment on collabore avec un compositeur comme Richard Cochante? Luc Plamondon, vous l'aviez déjà rencontré, c'était le binôme de Michel Berger, et sur Starmania. Là, sur Notre-Dame de Paris, ça s'est passé comment? Donc, Plamondon, auteur, a toujours besoin donc effectivement d'un binôme compositeur, et il avait donc dans ses tiroirs cette comédie musicale. Il a eu du mal à la monter au niveau de la production quand même. Et à un moment donné, coup de fil. Voilà, Luc, Serge, tu peux venir à la maison. Voilà, je vais te faire un côté à quelque chose. Bon, dis rien, j'écoute. 3-4 titres au piano. Richard Cochante qui joue 3-4 titres de Notre-Dame de Paris, donc qu'on connaît. Bon, j'écoute ça, je dis, oh putain, oui. Voilà, c'est chaud là. Oui, c'est du lourd, mais putain, comédie musicale, ils vont
ils vont pas en vendre un, quoi. Ils vont pas mettre en dedans. Moi, quoi. c'est pas mon job. Oui. Moi, je dis OK, je vais réfléchir. Et puis on voit le producteur qui nous dit Charles Tallard, pour ne pas le citer. Luc dit à Charles, voilà, avec Serge et Jannick, j'ai fait 2 Starmania, 2 succès. J'ai fait un album avec Céline Dion, gros succès. Je veux que ce soit Serge qui prenne la direction musicale de ce projet. Parce que Richard Cotchard voulait mettre des gens et tout. Bon, bref. On a fait 7-8 titres à l'essai, entre guillemets. Ça a convenu. Et c'était formidable. Tout de suite, on n'a même plus reparlé. Les titres, c'est-à-dire que les chansons sont les mélodies sont puissantes. Et là, je me suis dit, il faut partir d'un concept. Bon, Richard Cotchard, immense mélodiste, classique, je dirais. Oui. Et italien. Donc, je connaissais ses albums pour en avoir fait un d'ailleurs dans les années 80 en Italie avec lui. Et faut pas que ça fasse variété. Donc, qu'est-ce qui fait variété dans une chanson? C'est le tempo, c'est le côté batterie. Oui. Tempo, batterie, donc il n'y aura pas de batterie. Boum, on enlève la batterie. Et qu'est-ce qui fait Cotchard? C'est le piano, parce qu'il s'accompagne toujours au piano. Bien sûr. Boum, il n'y aura pas de piano. Et puis c'était un moyen, comme je voyais il voulait s'investir dans les arrangements, etc. C'était un bon moyen. C'était un moyen de le mettre à la console, derrière l'aquarium, Et de lui dire, et qu'il ne soit pas au piano avec nous. Bien sûr. Donc, choix de l'équipe. Évidemment, l'équipe, c'est donc Jannick Top, Claude Angèle, Salmieri, et puis Chantreau, l'équipe de base. La fine équipe. Et puis, on fait pas de maquettes, parce que je déteste faire des maquettes. On fait des grilles, et puis on tourne ensemble, et on choisit les titres. Et tout de suite, il y a une couleur qui prend. Le casting n'était absolument pas fait, il n'y avait pas les chanteurs du tout. Richard faisait les thèmes principaux étaient là. La chanson Belle, le thème de Belle était déjà là. Dans les sets, après c'est vite venu, c'était déjà là. Non, il y avait les grosses chansons, mais pas les chanteurs. C'est Donc, ça. on prenait des tonalités, vous connaissez comment il faut bien déterminer. Bien sûr. Donc c'était Richard qui faisait toutes les voix de tous les personnages, dans tous les tons, assez haut, parce que c'est un immense chanteur aussi. Bien sûr, il chante extrêmement bien. Et puis plus tard, il y a eu le casting des chanteurs qu'on a bien bavé, parce que c'était des tonalités, il fallait se les envoyer. Mais bon, voilà, il y a un très bon casting. Il y a cette chanson qui a été absolument... l'année 1999, à moins d'avoir vécu sur la planète Mars, on ne peut pas ne pas avoir écouté cette chanson, Belle, interprétée par Fiori, la voix et le troisième et Garou, bien voilà. sûr, oui, c'était les débuts de Garou. Belle, l'idée en serait venue à Luc Plamondon lorsqu'il a vu le film Notre-Dame de Paris où Anthony Quinn chuchote, il est au bout de sa vie, il est en transpiration, il a soif et il dit Belle et en appelant Esmeralda, et c'est en voyant cette scène-là qu'il aurait eu l'idée de faire cette parole. De faire ces paroles. Vous savez que les grandes chansons, c'est l'apanage des grandes chansons que d'être parodiées. Vous avez entendu la version de Laurent Gérard de Belle? Très drôle, excellent, évidemment. Je vous propose d'écouter les deux. Super. On écoute Belle, la vôtre, et celle que Laurent avait interprétée d'ailleurs devant Richard Cotchard et Patrick Fiori le soir des Golden Globes, des Globes de cristal de la musique. Il avait eu quand même beaucoup de cran pour chanter ça. On écoute les deux. Belle, une chanson donc orchestrée par Serge Perratonnerre, une chanson qui nous a tous fait chanter, qui n'a pas fini de nous faire chanter. Cette comédie musicale Notre-Dame de Paris, combien de représentations à ce jour et dans combien de pays? Alors je peux le dire parce que je tiens des comptes, oui. Parce que il y a des concerts et on en est à 5600 représentations. Et il y a encore des continents à découvrir encore? Ça rejoue, par exemple, ça va être rejoué en 2024 en Corée du Sud. Ça va repartir en Chine parce que ça réouvre en Chine. Et il y a une grosse tournée qui avait été annulée Covid qui va faire cet été en Italie. Non, mais ça joue tout le temps. C'est hallucinant, quoi. Serge, on arrive à la fin de notre petit voyage en chanson et en chanté. On pourrait parler une nuit entière ensemble. Vos projets là pour l'actualité qui arrive dans les mois qui viennent? Là, je prépare un spectacle pour la Corée du Sud, justement, de comédie musicale, où je fais la direction musicale, les arrangements, etc. On part avec une rythmique et on va jouer donc en Corée pour 7-8 concerts avec un orchestre symphonique sur place. Et le concept, ce sont les comédies musicales françaises en français, parce que le monde asiatique adore. Donc on joue les 3
2-3 chansons tubes des grosses comédies musicales françaises. Alors évidemment Starmania, Notre-Dame, Mozart, Les l'opéra Misérables, rock. Mozart, Roméo Juliette, j'en passe et des meilleurs, voilà. Donc là je suis en pleine écriture des arrangements, c'est chaud, voilà, faut livrer. Et je vous remercie d'autant plus d'avoir pris le temps de faire un petit détour par notre micro. Serge, avant de vous quitter et de vous remercier pour ce joli moment passé ensemble, une question que je pose à tous mes invités. Et quel est le plus beau cadeau que vous ait fait ce métier à ce jour ? Le plus beau cadeau, c'est que ça continue tous les jours. C'est le bonheur de chaque matin, quoi. Ben oui. J'ai pas dit la bonne réponse. Mais c'est très bien, mais elle est très belle votre réponse. Non, que ça continue. On vous le souhaite du fond du cœur, Serge. Merci mille fois et à très très vite. Merci.